Bonjour Amina. Bonjour. Merci de vous présenter. Nous sommes Africa Globe TV et africaglobe.net. D'accord, je m'appelle Aminata Thior, je suis sénégalaise. Je suis ingénieure télécom de formation. J'ai exercé pendant 6 ans dans un cabinet de conseil à Paris. Puis je me suis reconvertie dans le journalisme et j'ai créé Cetalma, qui est un média spécialisé dans le domaine de la beauté et des cosmétiques en Afrique francophone. Oui, un média spécialisé dans la beauté et la cosmétique en Afrique francophone. Pourquoi? Déjà, je voulais créer un média. À l'époque, c'était dans le domaine de l'économie et du coup, il a fallu faire un choix puisque j'étais toute seule. Je ne pouvais pas me lancer dans un grand média où je parle d'économie alors que j'étais toute seule. Il a fallu que je choisisse un secteur. Et en 2017, il se trouvait que ce secteur de la beauté et des cosmétiques au Sénégal et dans certains pays d'Afrique francophone regorgeait de potentiel, mais surtout il y avait un besoin qui n'était pas répondu, c'est-à-dire les femmes sénégalaises, les femmes africaines francophones recherchaient des produits de qualité sur le marché, parce qu'il y avait beaucoup de contrefaçons, et n'arrivaient pas à trouver ces produits-là, n'arrivaient pas à avoir l'information, à savoir où trouver tel produit, à quel prix, tout ça, tout ça. Et du coup, je me suis dit que je vais créer un média où l'objectif sera de donner juste des informations utiles et pragmatiques à cette cible-là, c'est-à-dire où trouver le dernier le dernier rouge à lèvres de MAC à Dakar, où trouver la dernière poudre de Fenty à Abidjan, combien ça coûte, juste donner ces informations. Mais dès que je suis rentrée dans ce secteur, j'ai vu qu'il fallait aller au-delà. Il y avait des acteurs qui créaient des emplois, il y avait du potentiel et c'est comme ça que la plateforme web est créée où maintenant on parle des parcours entrepreneuriaux des acteurs qui sont dans ce domaine. On donne des conseils, des conseils, astuces aux consommateurs de ce marché-là et Cetalma est né comme ça. Justement, vous avez publié récemment une enquête sur ce secteur-là, une enquête que vous avez réalisée dans quelques pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Oui. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, mais principalement, c'est le premier rapport qui existe dans ce domaine en Afrique francophone. Le premier rapport. Ça, c'est hyper important dans le sens où il y a des acteurs, des entrepreneurs, majoritairement des femmes qui sont dans ce domaine depuis plus de 20 ans. Et j'ai envie de dire qu'ils naviguent un peu à vue dans ce domaine-là. C'est-à-dire faire leurs projets sans avoir les chiffres, donc des données quantitatives, sans aussi avoir certaines informations qui leur auraient permis de mieux développer leur business. Et ça, ce qu'on appelle les informations qualitatives, c'est-à-dire ces choses-là qu'on ne peut pas quantifier, mais qui sont subtiles, qui sont importantes pour pouvoir driver un bon business. Et du coup, ce qu'on aura trouvé, c'est déjà que veulent les consommateurs qui sont sur ce marché-là. Ça, c'est hyper important. Quand on a une marque de cosmétiques, quand on a un institut de beauté, quand on vend, quand on a un commerce en ligne, on veut savoir qu'est-ce que recherche notre cible. Et donc, dans ce rapport, vous trouverez des informations sur ce que recherchent les femmes africaines francophones, par exemple. On y donne également, on définit les différents acteurs qui composent ce marché. Quand on arrive dans un secteur, la première chose qu'on se demande, c'est qui sont les acteurs qui sont dans ce marché, quels sont leurs points forts, quels sont leurs points faibles, quels sont leurs défis, quelles sont les opportunités dans leur segment. Tous ces éléments-là, on les retrouve dans le rapport. On y retrouve également les défis, les challenges qu'on retrouve dans ce secteur. Les défis, on va en arriver. Pour ce qui est des acteurs, qui sont-ils? Sont des Africains, des étrangers qui investissent dans ce domaine? Les deux, on retrouve les deux. Le marché de la beauté et des cosmétiques en Afrique francophone est partagé entre les acteurs locaux, j'ai envie de dire, ou les acteurs africains, et les acteurs internationaux qui vivent sur le continent. Du coup, on trouvera des marques africaines. Aujourd'hui, on a... rien que sur 3 pays, on a plus de 350 marques de cosmétiques africaines. On a aussi des grandes marques internationales qui se sont implantées sur le continent. On retrouve aussi ces gens-là sur le continent. Et puis, il y a des instituts créés par des hommes et des femmes qui n'ont jamais quitté le continent, mais aussi une partie de la diaspora africaine, ou des Africains qui ont fait leurs études à l'étranger et qui sont rentrés maintenant sur le continent pour ouvrir des instituts de beauté, pour créer des marques, tout ça, tout ça. Mais pour répondre à votre question, les acteurs, c'est les marques de cosmétiques africaines, c'est les marques de cosmétiques internationales, c'est les sites e-commerce, c'est les instituts de beauté, c'est les pharmacies et parapharmacies, c'est les écoles de formation, c'est tout ce beau monde qui compose ce secteur. Quand vous parlez des consommatrices, ou plutôt peut-être des consommateurs qui ne trouvent pas
ce qu'ils ont envie d'acheter. Ça veut dire que quand même, ils ont le pouvoir d'achat de ces produits-là qui sont certainement de très bonne qualité, mais ils ne savent pas où les retrouver en Afrique francophone. Oui, 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 il y a ça. En fait, il y a quelque chose qui est, comment dire, qui est très important. C'est que on parle souvent de pouvoir d'achat quand il s'agit du marché africain en matière de beauté. Et on oublie qu'on parle de beauté, de produits cosmétiques, d'instituts. Faisons juste le constat. En Afrique, dans tous les coins de rue, dans les quartiers, qu'ils soient huppés ou pas, on retrouve forcément une boutique qui vend des produits de cosmétiques. C'est comme le petit boutiquier qui est au coin de la rue, qui vend tout ce qui est alimentaire et autres. C'est pareil pour la cosmétique, juste pour vous dire à quel point c'est démocratisé. Et donc oui, les gens achètent des produits de beauté. Le seul truc aujourd'hui en Afrique, c'est que l'accès aux produits de beauté de qualité n'est pas démocratisé. Je m'explique. On retrouve partout des produits de beauté, sauf que tous ces produits de beauté ne sont pas de qualité. La question du pouvoir d'achat, c'est pas une question. Une Africaine qui a des problèmes de peau, qui veut acheter un produit, le prix ne se posera pas forcément si le produit qu'elle veut acheter va résoudre son problème. Donc sur ce marché, contrairement au marché européen, américain ou asiatique, la notion de pouvoir d'achat n'est pas le premier critère d'achat. Le premier critère en Afrique, c'est les femmes ont des problématiques de peau grasse, des boutons, d'acné, le fait d'avoir des taches et d'avoir cette envie d'enlever ces taches-là, le fait de chercher ces produits pour résoudre ces problèmes de peau, c'est ça qui prime sur combien ça va me coûter. Et ça, il faut absolument que les acteurs, les entreprises qui sont dans ce secteur l'intègrent. Alors, votre rapport dit clairement que ce secteur-là est un vivier de création d'emplois. Oui. Comment y parvenir? Absolument. Déjà, la première chose, la plus difficile, c'est faire en sorte que les pouvoirs politiques s'intéressent à ce secteur-là. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et je pense qu'ils ne s'intéressent pas à ce secteur par méconnaissance. Ils ne connaissent pas ce secteur-là. Donc ça, c'est la première chose. Que doivent-ils faire concrètement? C'est intéressant au secteur, que doivent-ils faire? Justement, quand ils vont s'intéresser au secteur, ils verront le potentiel qu'il y a et comment ils peuvent créer des emplois. Et comment ils pourront créer des emplois? Ils verront qu'il y a des besoins dans des segments beauté. Un exemple concret. Aujourd'hui, une chef d'entreprise ou un chef d'entreprise qui a un salon de coiffure spécialisé dans les cheveux afro a des difficultés pour retrouver des spécialistes des cheveux afro. C'est-à-dire, aujourd'hui au Sénégal, il y a beaucoup de salons spécialisés nappi, comme on appelle, qui existent, mais ces salons-là ont du mal à trouver la ressource humaine parce que les gens ne sont pas formés à manipuler des cheveux afro. Il faut donc des écoles de formation. Il faut former plus de personnes, plus de jeunes hommes et femmes, et ensuite aller placer ces jeunes et femmes-là dans des salons de coiffure. Ça, c'est la première chose, la formation dans ces segments-là. Ensuite, il y a les laboratoires. Il y a beaucoup. On assiste à un boom dans le secteur de la beauté et de la cosmétique et des cosmétiques en Afrique francophone. C'est-à-dire, il y a beaucoup de marques de cosmétiques qui se créent. Et ces marques de cosmétiques ont besoin de formulateurs, de chimistes, de cosmétologues. Et ces cosmétologues manquent sur ce marché-là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut des formations dans des universités pour former plus de cosmétologues, plus de chimistes, plus de laborantins spécialisés dans ce secteur-là. Et ce, dans tous les pays d'Afrique francophone. Il y en a. Comme par exemple, au Sénégal, il y a le master cosmétologie qui existe depuis 2016. Mais il faut plus. Il faut plus d'universitaires dans ce secteur-là, créer des laboratoires et ensuite placer ces gens formés-là dans ces laboratoires. Et ces laboratoires vont servir à deux choses. Ça va permettre aux grandes marques internationales de produire leurs produits de fabriquer leurs produits sur le continent. Ça va leur réduire leurs coûts de production et c'est un gros gain pour les pays africains. La deuxième chose sur le fait d'avoir ces laboratoires, c'est que ça va permettre aussi aux marques africaines de produire en grande quantité. Et donc, c'est bénéfique. Si je résume sur cette partie emploi, il y a le fait de former plus de jeunes femmes et de jeunes hommes sur la manipulation de cheveux afro et ensuite les placer dans les différents salons de coiffure. Parce que plus on passera le temps, plus il y aura de femmes qui vont retourner au naturel et donc ce besoin sera croissant. Il faut aussi des laboratoires et ces laboratoires, il faut de la ressource humaine qualifiée. Et donc, il faut
plus de masters en cosmétologie, plus de chimistes, plus de cosmétologues pour aller occuper ces laboratoires-là. Et ces laboratoires vont permettre, encore une fois, d'assurer la production des grandes marques internationales et des marques africaines sur le continent. Et ça, c'est de l'emploi. C'est juste des exemples. Il y en a beaucoup d'autres. Et ça, n'est-ce pas du ressort des privés? Bonne question. Bonne question. L'État peut le faire, les privés aussi, les privés également peuvent le faire. Donc du coup, aujourd'hui, nous, notre observation, c'est que l'État ne s'intéresse pas réellement à ce secteur, encore une fois par méconnaissance. Par contre, les privés le savent, sauf qu'aujourd'hui, on n'a pas assez de privés qui s'intéressent également à ce secteur. Mais ils sont beaucoup plus avancés que les pouvoirs publics, par contre. Mais je pense que oui, il y a deux choix, il y a trois choix. Soit les privés africains s'intéressent à ce secteur et créent ces laboratoires, ces écoles de formation. Ça, c'est la première option. Deuxième option, les gouvernements africains s'intéressent à ce secteur et créent ces formations et ces laboratoires et tout ça. Et la troisième option, c'est que les Occidentaux voient ce potentiel, arrivent sur le continent, créent ces écoles, créent ces laboratoires et voilà. Alors, est-ce qu'il y a des chiffres clés issus de votre enquête que vous voulez partager avec nous? Ça, c'est le plus gros boulot de ce rapport, ce sont les chiffres. Je vais donner juste les chiffres qu'on a déjà publiés, que tout le monde connaît. C'est que en 2020, le marché de la beauté et des beauté pour la peau, maquillage, parfum et produits capillaires naturels, c'était de 5 milliards d'euros. Et que ce chiffre-là va passer à 9 milliards d'euros d'ici 2025 et uniquement sur 3 pays, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Le Bénin, par exemple, c'est un petit pays, le Burkina Faso, c'est un petit pays, le Mali, c'est un petit pays. Si demain ces pays se développent, ça ne va pas réellement changer les chiffres du marché. Je ne sais pas si je suis claire et c'est très important. Par contre, si un pays comme la RDC arrive à sortir du lot, à avoir le statut du Sénégal ou de la Côte d'Ivoire, du Cameroun en termes de boom, ça peut faire exploser les chiffres du marché en Afrique francophone parce qu'on parle d'un pays de plus de 80 millions de consommateurs. Voilà. Alors, quand on parle de beauté dans une certaine maison, on peut se demander, est-ce que ça concerne les hommes? Est-ce que les plus grands consommateurs, ce ne sont pas les femmes? C'est sûr, les plus grandes consommatrices du secteur de la beauté, évidemment, ce sont les femmes, c'est sûr et certain. Non seulement les femmes, elles achètent pour elles-mêmes, mais aussi elles achètent pour leur entourage. Et en général, ce sont pour leur mari, leurs compagnons, leurs fiancés, tout ça, mais aussi pour leurs enfants. Pour autant, ce n'est pas une raison de négliger les femmes, parce qu'aujourd'hui, les hommes, pardon. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque où nous sommes, il y a de plus en plus d'hommes qui prennent soin de leur peau, de leur beauté, de leur bien-être, de manière décomplexée par rapport à il y a quelques années, où on ne voyait pas les hommes s'intéresser autant à leur apparence physique. Aujourd'hui, c'est le cas. Peut-être que c'est l'effet des réseaux sociaux où il y a plus d'hommes qui font des vidéos de skincare pour dire comment ils s'occupent de leur enfant, quels produits ils utilisent pour leur barbe, leurs cheveux, leur peau. Mais voilà, les hommes sont aussi intéressés par ce secteur-là. Ce sont des acheteurs, des consommateurs. Et d'ailleurs, dans le rapport, on dit que cette niche homme n'est pas suffisamment exploitée en Afrique. Aujourd'hui, on n'a pas de marque qui vraiment propose des lignes spécifiques aux hommes. Il y en a très peu et je pense que c'est quelque chose à développer pour augmenter son chiffre d'affaires. Les hommes ne sont peut-être pas de gros consommateurs. Par contre, ils sont dans le secteur de la beauté. Absolument. Ils ont des salons, des instituts. Absolument. Oui, ils font partie des acteurs de la beauté. Ils sont des professionnels qu'on retrouve dans les salons de coiffure. Ils manipulent les cheveux naturels. Ils font des coupes carrées. On les retrouve aussi en institut de beauté. Oui, on les retrouve aussi dans le maquillage. C'est l'un des points les plus... C'est l'un des segments où on retrouve aujourd'hui le plus d'hommes, c'est dans le maquillage professionnel. Alors qu'il y a, 5-10 ans, il y avait très très peu d'hommes dans ce milieu en Afrique. En Occident, c'est quelque chose de normal de trouver un homme coiffeur, un homme maquilleur. Mais en Afrique, c'était encore très timide. Et là, il y a encore des efforts à faire, mais j'ai envie de dire que c'est un peu presque normal. Oui, il y a beaucoup d'hommes dans ce... Il n'y a toutefois pas
des stéréotypes par rapport à ça. On va dire l'homme fait le métier qui relève du ressort de la femme. Oui. Que ça ne se dit pas. Avant, oui. Aujourd'hui, c'est plus le cas ou c'est moins le cas qu'avant. Mais, et ça, c'est la première question qu'on pose à tous les hommes qu'on rencontre dans ce secteur. Est-ce que vous n'êtes pas stigmatisé? Est-ce qu'on ne vous dit pas que vous faites un métier d'homme, tout ça, tout ça? Est-ce que vous n'êtes pas traité, disons-le, d'homosexuel, parce que c'est le truc qui vient? Mais en fait, non, c'est des gens qui sont, comment dire, enfin, en tout cas ceux avec qui on a échangé, leur entourage comprenne, comprend ce qu'ils font. Et il n'y a pas de stigmatisation. Et je pense que voilà, l'époque joue, les réseaux sociaux jouent, le fait de voir que tout ça joue, je pense. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre méthodologie pour faire cette enquête-là? Vous êtes déplacé dans les pays, vous avez eu des correspondants qui ont travaillé, comment cela s'est passé? Oui, bonne question. Du coup, on est sur le Sénégal, c'est nous-mêmes l'équipe qui l'avons fait. On s'est déplacé dans les différentes localités, en banlieue, en ville et dans certaines régions. En Côte d'Ivoire et au Cameroun, on a pris des consultants, des personnes qui ont fait les enquêtes terrain. Pareil pour les autres pays. Et le reste, ce seront des échanges physiques, c'est-à-dire des rencontres, des déjeuners, des petits déjeuners avec ces gens-là pour leur poser des questions. Et ce qu'on dit dans le rapport, c'est que ce n'était pas des formulaires qu'on envoie à des gens pour qu'ils répondent. Non, non, non. C'était vraiment des échanges one-to-one et on avait une liste de questions et en faisant ces échanges one-to-one, on s'est rendu compte que les gens répondaient comment dire, plus à ce à quoi on s'attendait. Quand on discute, quand on tient un entretien sur un mode conventionnel et pas sur un mode question-réponse, on obtient plus de choses que ce qu'on avait prévu. Et ça, c'est ce qui fait pour nous la force de ce rapport. C'est qu'on a obtenu des réponses dont on ne s'attendait vraiment pas. Et ça enrichit cette partie étude qualitative. Mais ce qu'on ne comprendrait peut-être pas, les gens ne comprennent pas, peut-être que vous allez expliquer, le rapport il n'est pas gratuit. Oui. Il est accessible, mais il faut payer. Pourquoi ce choix? Parce que, comment dire, c'est du boulot. C'est le premier rapport sur le marché de la beauté et des cosmétiques. Ce secteur existe en Afrique depuis des années et personne ne l'a fait. Et nous, on est arrivé il y a 4 ans et on s'y est mis. C'était nécessaire et tout le monde sait que c'est nécessaire. Il fallait juste avoir la vision, la conviction, la conviction du pourquoi de ce rapport, de la nécessité de ce rapport et de le faire. Et nous, on le fait avec nos maigres moyens, une petite équipe. Donc rien que pour ça, c'était pour nous pas possible de le rendre gratuit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est beaucoup de temps et d'énergie intellectuelle. Le fait de passer ces entretiens, le fait de trier les informations, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas, le fait de faire les projections sur les chiffres. Mon Dieu, c'est du boulot. En fait, c'est une petite équipe qui a fait le boulot d'un cabinet international. Donc, c'était pas possible de rendre ça gratuit. Et dans tout ça, le prix, il est dérisoire par rapport à ce qu'un grand cabinet aurait vendu ça. Par contre, on est conscient que voilà, il y a des gens qui ne vont pas l'acheter parce que le prix est prohibitif. Oui, c'est ça. Mais on assume. C'est comme ça. C'est de l'information, c'est de la qualité. C'est un outil de décision. Tu lis ce rapport, ça va forcément te faire quelque chose. Soit te donner de nouvelles idées pour développer ton business, soit te permettre de te lancer parce que maintenant tu as des choses plus claires qu'avant, soit d'investir. Donc, c'est impossible de rendre gratuit un tel document. C'est quoi d'ailleurs le coût d'accès? Alors, il y avait un coût d'accès de 65 000 francs CFA, 99 € de lancement. Ensuite, il est passé à 149 €, donc 100 000 francs CFA. Quels sont les retours que vous avez par rapport à... Super bon retour. Jusqu'à présent... Qui sont ceux qui s'y intéressent? Oui, bonne question aussi. Super bon retour jusqu'à présent. Les acheteurs, le profil des acheteurs, c'est les marques africaines. Plus de la Côte d'Ivoire que des autres pays. Ça, c'est le premier, c'est le top. Ensuite, c'est les marques internationales. Non, les marques internationales en premier.
ce qui était aussi prévisible. Soit c'est des marques internationales qui sont déjà sur le continent, soit c'est des marques internationales qui veulent se lancer sur le continent. Ensuite, il y a les marques africaines. Et parmi ces marques africaines, c'est plus celles qui sont en Côte d'Ivoire qui ont le plus acheté. Ensuite, il y a les porteurs de projets, les entrepreneurs qui prévoient de se lancer dans ce secteur. Et ces entrepreneurs, on les retrouve en Afrique, on les retrouve dans la diaspora occidentale, Canada, France, États-Unis. Ouais, France, j'ai cité. Et on a comment on appelle ça, des investisseurs qui ont également, des investisseurs qui ont dans leur portefeuille des marques africaines qui ont acheté le rapport. Voilà, je ne sais pas, les 4 profils. Marques africaines, marques internationales, entrepreneurs qui veulent se lancer, investisseurs. Voilà. Alors, dans le potentiel que vous avez découvert, investir dans le secteur de la cosmétique et de la beauté en Afrique francophone, quelle est la place de la valorisation des produits locaux comme le beurre de karité par exemple ou autres? Les investisseurs qui mettent de l'argent ou qui apportent un accompagnement aux acteurs de la beauté et des cosmétiques en Afrique francophone, en général, jusqu'ici, le font pour des marques africaines. Et ces marques africaines proposent des produits naturels issus du continent. Donc pour nous, la place des produits locaux est centrale pour ces investisseurs-là. Et même elle est centrale pour les consommatrices qui utilisent les produits des marques africaines. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Bon, peut-être ma dernière question, la dépigmentation. Ouais. C'est un grand fléau. Oui. On en parle, il y a des associations qui luttent contre, mais on ne voit pas le résultat. Qu'est-ce qui se passe? Qui est responsable de quoi? Bonne question. Sur la question de la dépigmentation, je suis très dure là-dessus. On est très dur là-dessus. C'est que ça fait des décennies qu'on fait toujours la même chose, c'est-à-dire qu'on parle des causes, des conséquences de la dépigmentation, qu'on fait des documentaires pour, entre guillemets, ou pour résumer, dire que c'est pas bien, il faut arrêter, regarder les dégâts. Ça a marché. On ne peut pas dire que cette sensibilisation n'a pas marché. C'est juste que nous, on trouve qu'aujourd'hui, il y a des limites. C'est-à-dire, c'est plus des informations qui font tilt chez celles ou ceux qui se dépigmentent. Et ce qu'on dit, c'est qu'il faut changer de focus. C'est-à-dire, au lieu de mettre l'accent sur les femmes qui se dépigmentent, allons faire un focus sur celles qui ont leur peau naturelle noire ou leur peau naturelle claire et regardons qu'est-ce que ça va faire. Je veux dire, le temps et l'argent qu'on mettra à faire des études de 3-4 ans de thèse sur la dépigmentation et se concentrer sur toujours les mêmes angles, causes et conséquences, témoignages des personnes dépigmentées, le temps et l'argent qu'on met sur des documentaires qui gardent également le même angle, causes, conséquences, témoignages des trucs, prenons ce temps, prenons cet argent et allons faire des documentaires, allons faire des études autour des personnes qui sont naturelles. Changeons de focus. Pour moi, pour nous chez Cetelma, c'est l'une de nos fortes convictions sur la dépigmentation et on croit que ça va changer. On est en Afrique, on est sur le continent africain et on ne peut pas dire qu'il y a plus de femmes dépigmentées que de femmes noires. C'est pas possible. Pour nous, c'est pas possible. Il faut qu'on aille chercher les chiffres pour le démontrer. Mais logiquement, dans un continent africain, on se dit qu'il y a plus de femmes noires naturelles, femmes naturelles, claires ou noires naturelles. Mais on a l'impression, d'après les médias, d'après les études, qu'il y a plus de femmes dépigmentées. Tout ça parce qu'on fait un focus sur, le côté économique de la dépigmentation, le côté, les femmes qui se dépigmentent. D'accord, allons faire un focus sur les femmes naturelles. Peut-être que ça va faire un tilt chez celles qui se dépigmentent. Et ce focus, il faut le faire sans celles qui se sont dépigmentées, sans les stigmatiser. Et pour nous, c'est là où il y a le grand challenge. Comment mettre en avant les naturels sans pour juger celles qui sont dépigmentées. Et encore une fois, il y a un truc très clair, c'est un travail de fond. Et aujourd'hui, je suis désolée de le dire, nous les Africains, nous ne prenons pas assez de temps pour réfléchir, pour penser et trouver cet angle-là. Je m'inclus aussi dans ces Africains-là. Mais si les journées pouvaient être plus de 48 heures, je passerais mon temps à réfléchir sur comment changer de focus. Vous êtes journaliste, vous travaillez aussi à RFI, mais vous aurez pu faire ça, non? Est-ce que vous l'avez fait? Oui. Justement, c'est parce qu'on travaille sur le sujet de la dépigmentation qu'on a cette analyse aujourd'hui. C'est parce qu'on s'y
qu'on s'y intéresse, qu'on fait des recherches, qu'on fait des études. Et on le dit d'ailleurs dans le rapport, c'est que on va certainement sortir un rapport spécial dépigmentation pour changer de focus, parce que il ne faut pas juste que ça soit des mots de notre côté, il faut aussi que ça soit quelque chose de concret. Et je lance un appel aux gens de nous donner l'argent pour aller faire des documentaires avec un autre angle et d'élargir notre équipe pour apporter des chiffres d'un autre angle sur le sujet de la dépigmentation. En fait, Settlement a commencé quand le rapport sur la cosmétique, c'est la première production. Oui, Settlement existe depuis juin 2017. Et du coup, c'est le média où on donne des informations aux consommatrices, des conseils aux consommatrices. C'est aussi un média où on donne des informations business aux entreprises qui sont dans ce secteur. Mais Settlement, c'est aussi un forum. C'est-à-dire, tous les ans, on organise un forum pour faire rencontrer les acteurs de la beauté avec d'autres acteurs avec qui ils pourront travailler. C'est aussi l'occasion de dire aux politiques de venir voir ce que les acteurs font pour qu'ils s'imprègnent, pour que cette méconnaissance diminue. Pareil pour les investisseurs. On est là aussi, le secteur de la beauté. Il y a des entreprises qui font de l'argent, qu'il faut accompagner pour en faire des championnes nationales, continentales, voire mondiales. Donc il y a le forum qu'on fait tous les ans. Et enfin, c'est aussi une agence digitale. C'est notre principal modèle économique, c'est ce qui nous permet de gagner de l'argent. C'est des conseils à des marques africaines et des marques internationales qui veulent s'installer sur le continent. On s'occupe aussi de la communication digitale de certaines marques de cosmétiques. Et enfin, on s'occupe de la communication digitale de d'autres entreprises qui sont dans d'autres secteurs. Et enfin, Settlement, c'est le rapport. Et aujourd'hui, là, c'est le premier rapport qu'on a fait cette année 2020. Et j'espère justement qu'on aura les moyens financiers et humains pour pouvoir faire des rapports tous les ans ou tous les 2 ans. Est-ce que vous sentez déjà un retour sur investissement par rapport à ce rapport? Oui, absolument. Dans l'article qui accompagnait la sortie du rapport, on disait que même si c'est que 2 personnes qui achètent le rapport, on est déjà satisfait. Nous avons arrêté de compter quand on a passé la centaine d'achats et que les retours sont positifs, c'est-à-dire les gens achètent le rapport et trouvent les réponses à des questions qui se posaient. Rien que pour ça, nous, c'est OK. Et l'autre chose qui est très importante, c'est que, encore une fois, c'est le premier rapport et c'est un document hyper riche qui fait vraiment un panorama de ce qui existe dans ce secteur. Oui, ce n'est pas complet, c'est le premier, mais on aura, j'espère, d'autres occasions pour enrichir encore ce rapport sur d'autres. La dépigmentation dont on parle, c'est dû à quoi? C'est dû à la mauvaise qualité des produits? Oui. Ou quoi? La production locale? Oui. Quelle est sa place dans ce... Super bonne question, excellente question, j'adore. Je précise, l'utilisation des produits de beauté est démocratisée en Afrique. Par contre, l'utilisation des produits de beauté de qualité n'est pas démocratisée. Il y a une grande différence. Tous les coins de rue, là, toutes les boutiques de cosmétiques qu'on voit dans les coins de rue, il y a majoritairement des produits de mauvaise qualité et donc des produits dépigmentants. Les femmes qui achètent dans ces boutiques-là le font pour la majorité par méconnaissance. Et c'est ce qu'on dit aux marques africaines, c'est qu'au lieu de se concentrer sur les réseaux sociaux, à parler de vos bienfaits, de vos produits, tout ça, au lieu de vous concentrer sur les boutiques dans les grandes villes africaines, sortez des réseaux sociaux, sortez des capitales et allez dans les régions, allez dans les quartiers, allez dans la banlieue et rendez accessibles vos produits de qualité. Et pour nous, c'est une des réponses hyper pertinentes pour contrer le phénomène de la dépigmentation. Ce n'est pas un problème uniquement de l'État. On ne peut plus dire oui, l'État doit interdire la dépigmentation. Il y a plein de choses. C'est rien. Il faut que l'État le fasse. Mais en plus de cela, il faut aussi que les acteurs de la beauté s'investissent davantage. C'est-à-dire, encore une fois, je répète, rendre accessibles leurs produits de qualité. Parce que la majorité des femmes qui achètent ces produits, elles le font pour la plupart pour avoir un joli teint. Mais elles ne savent pas qu'elles peuvent avoir un joli teint avec des produits de qualité des marques africaines. Elles ne le savent pas parce qu'elles ne connaissent pas. Et je reviens sur un truc qui étaye cela. Dans le rapport, on a trouvé que quand on a fait des enquêtes sur le terrain au Sénégal et en Côte d'Ivoire, par exemple, dans les banlieues, on est parti en banlieue, on a demandé aux femmes entre
18 et 45 ans, si je ne me trompe pas, on leur a demandé est-ce qu'elles connaissaient on leur a cité les 3 marques sénégalaises les plus connues. Quand on leur a cité cela, elles ne connaissaient pas. Ça, c'était en banlieue. On revient en ville, on pose les mêmes questions aux femmes qu'on a rencontrées toujours dans la tranche d'âge 18-45 ans. Ces femmes également ne connaissaient pas ces marques africaines. La conclusion, c'est que ces marques africaines sont trop concentrées en ligne, trop concentrées dans certains coins huppés des pays africains, et il faut qu'elles sortent de là pour rendre accessibles leurs produits. Et ça, c'est une des réponses majeures au phénomène de la dépigmentation. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être un problème de communication à ce niveau-là? Absolument, c'est un problème de communication. Elles le savent toutes. Nous aussi, on le sait, pardon. C'est un problème de communication, c'est un problème de budget de communication. Déjà, c'est un problème de moyens. Elles veulent sortir également des réseaux sociaux, mais l'argument qu'elles donnent souvent, c'est qu'elles n'ont pas les moyens d'ouvrir des magasins ou de passer à la télé ou d'aller dans les régions. Mais nous, peut-être qu'on est un peu sévère, pour nous, c'est pas un argument qui tient. Je pense juste que elles n'ont pas assez, c'est dur ce que je vais dire, mais on y croit vraiment, pas assez pris au sérieux ce poste de dépense de la communication. Peut-être qu'elles préfèrent plus dépenser de l'argent dans la matière première que dépenser de l'argent dans la communication, dans le fait de rendre accessibles les produits aux populations qui sont dans les banlieues, qui sont dans les régions que celles qui sont en ligne. C'est bien en ligne, mais les autres sont aussi importantes. Oui, mais c'est ce que je dis. Quand on habite dans une banlieue et que le produit de qualité est vendu à Almadies, il y a 2 contraintes, 2 freins. Moi qui suis en banlieue, je me dis, déjà, je ne connais pas, parce que c'est aux Almadies. Je ne sais pas si ça existe, ce produit. Déjà, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, le temps d'aller jusqu'aux Almadies pour acheter le produit. C'est loin, c'est des coûts. Et troisième chose, c'est le prix du produit. Le prix du produit n'est pas un problème. Les femmes qui se dépigmentent dépensent beaucoup d'argent. Donc, pour moi, le prix du produit, encore une fois, pour nous, chez Setalma, le pouvoir d'achat, ce n'est pas le numéro 1 des priorités de ces femmes africaines. Ce n'est pas un frein réellement. Ça peut l'être pour certaines. Je ne dis pas que tout le monde a l'argent pour acheter des produits. Mais celles qui veulent vraiment acheter des produits de beauté, c'est pas le prix n'est pas un frein. Les femmes qui se dépigmentent achètent, ça coûte cher de se dépigmenter la peau. C'est trop cher. Alors qu'à côté, on a des marques africaines qui ont des prix assez abordables et qui ont des produits de qualité qui peuvent servir à ces femmes-là. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Sûr? Oui. Je voulais savoir, pour avoir choisi ce thème, vous faites travailler seul? Vous faites? Vous faites travailler seul? Non. À l'époque, je voulais faire un média spécialisé dans le domaine de l'économie. Et donc, ça veut dire économie au niveau de la santé, économie au niveau de l'éducation, économie au niveau du travail. Je voulais faire un journal qui ressemble aux Échos. Je ne sais pas si vous connaissez les Échos français. Et c'était trop big pour quelqu'un qui venait de commencer. J'étais seule en 2017 quand je commençais ce projet-là, certainement. Et du coup, j'avais fait un concours de médias innovants en Afrique avec RFI et CFI. Et mes mentors de l'époque me disaient, c'est très bien, c'est une super bonne idée, mais il faut que tu commences petit parce que tu es seule pour l'instant et après tu vas faire tout ça. Et du coup, je me suis dit, je vais faire ce média dans l'économie de consommation. Et dans l'économie de consommation, faut choisir aussi un sous-thème parce qu'on consomme de la bouffe, la nourriture, on consomme de l'high-tech, on s'habille, on consomme des produits cosmétiques. Et il a fallu faire un choix sur tous ces sous-segments. Et j'ai fait un choix sur la beauté et cosmétique parce que j'avais fait une étude de marché aux alentours dans la région de Dakar. Et les résultats étaient d'une évidence qu'il fallait partir sur ce secteur-là. Africa Globe vous remercie de lui avoir accordé ce temps pour parler de la cosmétique et de la beauté en Afrique de l'Ouest. Nous vous souhaitons bonne chance dans votre projet. Merci beaucoup.